La thalassophobie représente cette terreur viscérale des profondeurs océaniques, une angoisse primitive qui touche des millions d'individus. Et franchement, difficile de leur en vouloir quand on sait ce qui se cache dans les abysses. Cette peur ancestrale des océans ne date pas d'hier, car depuis la nuit des temps, les mers ont abrité des créatures absolument cauchemardesques. Si les reptiles marins du Mésozoïque restent dans l'imaginaire collectif comme les ultimes monstres aquatiques, permettez-moi de vous présenter une époque encore plus troublante. Remontons ensemble à environ 420 millions d'années, au Dévonien, surnommé l'âge d'or des poissons, où nager relevait du suicide pur et simple. Imaginez un monde où 85% de la planète disparaît sous les flots, avec un niveau marin 190 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Paris serait englouti, New York n'existerait pas, et Londres baignerait dans les profondeurs. 4 océans titanesques dominaient cette terre méconnaissable. Le Panthalassa, plus vaste que 2 Pacifiques actuels, l'océan Réique, la Prototétis et la Paléotétis. Les continents eux-mêmes étaient dispersés différemment, avec l'Euro-Amérique à l'équateur et le supercontinent Gondwana regroupant l'essentiel des terres émergées au sud. C'est dans ce décor aquatique que prospéraient des créatures qui feraient passer le Grand Blanc pour un gentil poisson rouge. Le roi incontesté de ces eaux troubles était le Dunkleosteus, un placoderme cuirassé qui incarnait le cauchemar absolu de tout nageur. Imaginez un monstre de 5 mètres, pesant potentiellement 2 tonnes, recouvert d'une armure osseuse impénétrable. Mais le pire n'était pas sa taille. Cette abomination possédait des mâchoires capables d'exercer une pression de 5600 kg par centimètre carré, supérieure à celle générée par une balle de calibre 50. Au lieu de dents, des lames osseuses tranchantes comme des rasoirs découpaient les proies en rondelles. Et cerise sur le gâteau, ces mâchoires s'ouvraient en 20 millisecondes, créant un effet d'aspiration qui happait littéralement les victimes avant qu'elles ne comprennent ce qui leur arrivait. Vous pensiez pouvoir fuir ? Mauvaise nouvelle, cette horreur pouvait surgir n'importe où entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Mais attendez, ça empire. Le Dunkleosteus n'était qu'un membre parmi des dizaines d'autres placodermes tout aussi sympathiques. L'Heterostéus, par exemple, atteignait 6 mètres et ressemblait à un requin-baleine sorti d'un film d'horreur. Le Titanichthys dépassait allègrement les 7,50 mètres, devenant ainsi le plus grand poisson de l'époque. Même les petits, comme le Bungartius, avec ses modestes 3 mètres, possédaient des excroissances pointues sur les mâchoires pour mieux embrocher leur proie. Comme si ces monstres cuirassés ne suffisaient pas, les onichodontiformes entraient dans la danse. Le Nichodus, 4 mètres de muscles et 160 kg de pure agressivité, rampait sur les fonds marins avec ses nageoires levées avant de bondir sur ses victimes. Sa spécialité, avaler des proies faisant la moitié de sa taille. Ses dents, articulées comme les crochets d'une vipère, pouvaient se dresser pour poignarder les malheureux qui passaient à portée. Un fossile montre d'ailleurs un spécimen avec un placoderme entier dans l'estomac. Charmant. Les Cladocélachidae, ces faux requins du Dévonien, ajoutaient leur touche personnelle à ce tableau d'horreur. Avec leur corps hydrodynamique et leurs dents à 3 pointes, ils attaquaient par l'arrière, agrippaient fermement leurs victimes et les démembraient en secouant frénétiquement la tête. Premiers vertébrés capables de remplacer leurs dents, ils gardaient toujours un sourire étincelant et meurtrier. Vous pensiez pouvoir vous réfugier en eau fraîche ? Erreur fatale. Les Tristicoptéridés, notamment le Sténoptéron de 3 mètres, régnaient sur les rivières et les lacs. Avec des dents de 5 cm et des organes sensoriels ultra développés, ils vous traquaient même dans l'eau la plus trouble. Certains pouvaient même ramper sur la terre ferme grâce à leurs nageoires surpuissantes. Nulle part, vous n'étiez en sécurité. Les Euryptéridés, ces scorpions de mer, complétaient ce bestiaire infernal. Le Yaculoptérus, 2,50 m d'arthropode pur, fonçait sur ses proies avec ses pinces d'1 mètre, capables de perforer et d'arracher la chair. D'autres utilisaient leurs telsons poisonnés, leurs appendices couvertes d'épines ou creusaient le sable pour surprendre leurs victimes. Et puis il y avait les créatures vraiment bizarres. Le Tiktaalik, ce poisson tétrapode de 3 mètres, rampait entre terre et eau, avec ses pattes nageoires mutantes chassant tout ce qui bougeait. Le Pandérictis, son cousin de 2 mètres, possédait un crâne compact conçu pour broyer. Les Elpistégaliens ressemblaient à des expériences génétiques ratées, mi-poisson, mi-salamandre, parfaitement adaptées pour terroriser les berges. Sur Terre, le spectacle n'était guère plus rassurant. Les prototaxites, ces champignons de 8 mètres, donnaient au paysage une allure post-apocalyptique. Les premiers scorpions terrestres, les myriapodes géants et les trigonotarbides colonisaient ce nouveau monde végétal, créant un écosystème terrestre aussi hostile que son pendant aquatique.
Cette époque cauchemardesque prit fin brutalement il y a 372 millions d'années avec l'extinction du Dévonien supérieur. 50% des gens marins disparurent, incluant notre ami Don Closteus et toute sa joyeuse bande de placodermes. Les causes restent mystérieuses. Volcanisme massif, prolifération végétale catastrophique, impact météoritique ou événement cosmique. Peu importe la raison, Mère Nature décida qu'il était temps de faire le ménage dans ce zoo aquatique délirant. Cette extinction élimina certes ces monstruosités marines, mais ne vous réjouissez pas trop vite. D'autres créatures, potentiellement pires, ne tardèrent pas à prendre leur place dans les océans du Carbonifère. L'histoire des mers reste une succession ininterrompue de cauchemars aquatiques, prouvant que la thalassophobie n'est qu'une réaction de survie parfaitement rationnelle transmise par nos très lointains ancêtres qui eurent la sagesse de rester sur la terre ferme.